Bonjour et bienvenue dans Compresseur parce que Turbo c'était déjà pris. Aujourd'hui, on va parler du Range Rover L322. Land Rover est une marque avec une grande histoire, et plusieurs modèles ont créé la réputation de cette marque. Le Range Rover est l'un de ces modèles. En effet, le Range Rover est un modèle qui a juste créé un segment du marché automobile. C'est le segment des SUV. À la base, les SUV, avant de devenir des merdouilles petites et pas pratiques réellement comme des 2008 ou autres Arcana, c'était des véhicules qui étaient designés pour être des vrais franchisseurs capables de traverser des lacs ou de monter des montagnes et être assez civilisés pour faire de la route sans avoir à déplier son dos après 100 km tellement t'es mal installé. Le Range Rover, c'était donc le premier 4x4 à être un véritable franchisseur tout en étant confortable. Le Range Rover classique, c'est le nom du premier Range Rover qui a jamais existé, fait sensation à sa sortie en 1977 et a un peu sauvé Land Rover économiquement. Le succès du Range Rover classique a tellement été retentissant qu'il a quand même été exposé au Louvre. Le Range Rover classique aura été commercialisé de 1970 à 1996 avec très peu de changements esthétiques et surtout très peu de changements mécaniques. Ça prouve que le véhicule était en avance sur son temps et qu'il a su durer au fur et à mesure des années. Donc, une petite clarification pour certains qui n'auraient pas compris. Range Rover est un modèle, ce n'est pas une marque. Le Range Rover est un modèle de la marque Land Rover. C'est un modèle qui a eu plusieurs générations au fur et à mesure des années et celui-là, c'est la 3e génération. Les gars, je vais pisser moi. Ok. Dans la fin des années 90, Land Rover a été racheté par BMW. Lors du rachat, BMW voulait que Land Rover ait un total renouvellement de leur gamme. Mais Land Rover, vers la fin des années 90, voulait renouveler le Range Rover, passer du classique à un autre modèle. Et ce modèle, ce sera le P38. Mais le P38 ne sera pas un nouveau produit Range Rover, ce sera plutôt une évolution du Range Rover classique en apportant déjà des changements esthétiques et surtout des changements mécaniques et électroniques. Déjà, on avait des suspensions traditionnelles sur le Range Rover classique, c'est-à-dire des suspensions à ressort, là où le P38 sur les versions plus haut de gamme aura des suspensions pneumatiques. On y a un problème. Ce qui change aussi, c'est le niveau d'électronique embarqué. En effet, sur les modèles, encore une fois, les plus hauts de gamme, les systèmes d'électronique embarqués qui n'étaient pas encore totalement maîtrisés à l'époque pouvaient poser certains problèmes. Des fuites d'électronique, des fuites d'électricité fantôme, des voitures qui ne veulent plus démarrer, ou alors des voyants qui s'allument et qui s'éteignent magicalement. Mais le P38 aura beaucoup moins bien marché que le classique. Les puristes et le grand public le voient plus comme une évolution et pas comme un nouveau produit Land Rover. Même si beaucoup de nouveautés ont été apportées à ce modèle-ci, ça n'a pas été suffisant pour vraiment convaincre le grand public. C'est pour ça que le P38 aura seulement été commercialisé de 1994 à 2002. Le L322 est le Range Rover que BMW aurait aimé sortir dans les années fin 90. C'est un total renouvellement de la gamme avec un énorme lot de nouveautés et surtout un gros changement esthétique. Déjà, point important, ce véhicule a eu 3 phases, 3 restylages différents. Ceci est la phase 2. On peut reconnaître ça aux phares qui sont passés de carré à rectangle, un remont de pare-choc, une grille un petit peu plus clean. Bref, tout ça, c'est des détails qui ne sont pas très importants. Ce qui diffère en fonction des phases, c'est les différents moteurs. Au départ, sur la phase 1, on avait un 6 cylindres en ligne 3 litres d'origine BMW qui sortait environ 170 chevaux et 400 Nm de couple. C'était un bon moteur d'entrée de gamme qui était assez puissant et assez coupleux pour déplacer le véhicule dignement. Mais ensuite, on avait un V8 4 litres 4 d'origine BMW aussi qui faisait aux alentours de 260 chevaux, bref, un rendu qui n'est pas énorme,
mais c'est pas une voiture à vocation sportive. Et dans la phase 2, on a le moteur diesel qui a changé. On a remplacé 600 lignes diesel de BMW par un TLV8, un V8 turbo diesel d'origine Ford. Ceci est un 3,6 litres qui sort 270 chevaux et surtout, de manière plus importante, 668 Nm de couple. C'est énorme. Mais en termes de motorisation essence, on a toujours le 4,4 d'origine BMW, même si c'est Ford qui a racheté Land Rover dans les années 2000. Et sur la phase 3, la dernière phase du L322, le 3,6 litres TLV8 est passé en 4,4 litres TLV8, donc plus gros moteur. Et surtout, le moteur essence, le 4,4 litres essence, est devenu un 5 litres essence, un V8 5 litres, donc d'origine Jaguar. Mais si jamais vous prenez ce moteur-là, il va falloir s'attendre à passer beaucoup de temps ici. Du coup, en termes de motorisation, à la base, la première phase avait un 600 lignes BMW. Et Il aime. ouais, Ça fait longtemps qu'il pisse sur lui, non? on laisse, il prend son temps, c'est pas grave. Hein. Le L322 sera donc le Range Rover qui marquera le début des années 2000. Et pour ceci, il fallait avoir un styling extérieur digne de ce nom. En effet, on a déjà des lignes qui sont plus ou moins contrastées entre traditionnalisme et modernité. On a là des lignes qu'on reconnaît du Range Rover classique, le célèbre rectangle du milieu, mais on a aussi des nouvelles lignes comme par exemple cette grille à l'avant qui n'était pas présente sur les anciens Range Rover, mais rajoute un aspect esthétique qui n'a jamais été vu avant. Mais là où le L322 diffère des autres Range Rover, c'est surtout l'entrée du luxe. Avant, dans les Range Rover, c'était plutôt un véhicule qui était certes confortable, mais c'était pas un véhicule luxueux, c'était plutôt quelque chose avec un gabarit raisonnable pour soit tracter quelque chose ou supporter des charges lourdes. Mais là, on retrouve un univers totalement luxueux dans le L322. On arrive à avoir un superbe intérieur avec des matériaux qui se marient extrêmement bien comme le cuir noir, le cuir beige, l'aluminium et même les deux énormes bûches de bois qui dressent la console centrale. On arrive vraiment à quelque chose qui sort totalement de la sphère Range Rover et indique la future direction de Range Rover dans le luxe. Bon, après, c'est peut-être le fanboy de Land Rover en moi qui parle, mais je pense que c'est l'un des plus jolis intérieurs de toute voiture confondue. C'est magnifique, moi j'adore. Là où c'est intéressant, c'est en termes d'options. On a énormément d'options qui, même pour un véhicule de 2007, restent impressionnantes. On a le volant chauffant, on a les sièges chauffants et ventilés à l'avant, sièges chauffants à l'arrière. Et surtout, le plus impressionnant, c'est qu'on a une fonction de programmation. Par exemple, vous partez au travail à 7h30, et ben le Range Rover va s'allumer à 7h20, chauffer les sièges et l'habitacle. Comme ça, dès que vous allez rentrer dans votre véhicule pour aller travailler, il sera tout chaud et tout confort. Je trouve ça incroyable. Même avec autant de luxe, on n'a pas perdu l'aspect utilitaire du Range Rover. On a vraiment... Oh putain, on se casse, non, non, on se peut pas. Non, non, Oh non. putain, Il est plus là. il est mort. On se casse, viens. Même avec l'arrivée d'autant de luxe, on n'est pas perdu. Par exemple, on retrouve toujours l'ouverture en deux parties classiques pour le Range Rover. Et si jamais ils avaient enlevé ça, où est-ce qu'on est censé s'asseoir? Si tout est luxueux, on ne perd pas cet aspect mécanique utilitaire. Rabattez le siège et vous appuyez sur un bouton pour faire descendre vous-même la banquette. Je trouve ça vachement bien parce que c'est pas un truc poche où on doit tout faire électroniquement. Non, là on rabat réellement tout. Tout a une importance. Même d'un côté off-road, le L322 est un véritable franchisseur. Et ça, c'est grâce à ses suspensions pneumatiques où on peut gérer la taille de la caisse. Là, par exemple, il est en mode haut. On a un énorme débattement de suspension qui permet à la suspension de travailler en fonction du terrain, de s'adapter, de pouvoir encaisser des chocs. Bref, tout ça pour le tout-terrain, c'est crucial. On a une boîte courte aussi, donc c'est-à-dire deux boîtes de vitesse, une boîte de vitesse longue, une boîte de vitesse donc que vous avez sur votre voiture normale. C'est une boîte automatique de 6 rapports d'ailleurs. La boîte courte, en fait, ça va créer une autre gamme de vitesse. Par exemple, sur la boîte courte, la vitesse 1 normale serait transformée en vitesse 0,5, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de couple dès qu'on appuie un petit peu sur l'accélérateur. Mais la vitesse est beaucoup moins longue. Donc par exemple, la boîte courte s'arrêterait à 10 km/h, là où la boîte longue s'arrêterait plutôt 20 ou 30. On a le Terrain Response. C'est un système que Land Rover a mis au point pour que le véhicule s'adapte et reconnaisse différents types de terrain grâce à une petite molette à l'intérieur du véhicule. On peut mettre différents modes comme le mode neige, le mode caillasse, le mode ornière ou même un mode sable. Ça va permettre au véhicule de s'adapter, adapter les suspensions et surtout adapter le différentiel. Le différentiel, c'est quelque chose qui va bloquer les roues. Les voitures ont normalement un différentiel ouvert, ce qui fait que la roue qui a le moins d'attache au sol, d'appui au sol, va tourner. La roue qui en a le plus ne va pas tourner. Ça permet de bloquer cet axe pour que des roues tournent en même temps. Dans une situation de croisement de pont, c'est crucial d'avoir un gadget comme celui-là. Il était nécessaire pour Land Rover de garder cette image
de franchisseurs tout-terrain. En effet, ils ont basé leur image et surtout leur réputation sur le tout-terrain. On peut par exemple citer dans les années 80-90 le Camel Trophy, où c'est juste différentes équipes avec des Land Rover qui doivent traverser des terrains et même certains pays entiers dans des situations et surtout dans des bourbiers pas possibles. Et du coup, le Camel Trophy a fondé et surtout a créé l'image de Land Rover avec une image de baroudeur indestructible et surtout inarrêtable. Les véhicules passaient dans des véritables bourbiers, des forêts, des montagnes, des lacs, sans aucun problème. Ça a surtout solidifié la réputation de Land Rover en tant que véhicule littéralement indestructible. Et surtout, ce qui était drôle, c'est qu'à la base, le Camel Trophy, c'était avec des Jeeps. Mais ils ont jamais réussi à le finir parce qu'elle pétait avant. C'est bon, j'ai tout. T'as tout? Oui. T'as les clés? Non, j'ai pas les clés. C'est William qui les a. Il est où, William? Je sais pas. Putain, frère, qu'est-ce qui est cool? Il est où? On n'a pas le temps. On passe à l'essai. Du coup, à l'intérieur, pendant qu'on roule, on a une sensation de conduite imprescriptible. Surtout une position de conduite qui est très haute, on est environ à 1 km du sol. Mais en fait, t'es haut, mais c'est pas comme si tu conduisais un utilitaire. T'es bien assis, le siège te prend très très bien. C'est comme si tu commandais la route. Genre, les autres voitures sont tes sujets et toi, t'es le roi. C'est un peu un trône. À la prise en main, on n'a pas l'impression que c'est un gros véhicule. La direction assistée fait en sorte que la direction est super fluide, super souple. On force pas pour faire grand chose. Et c'est très bien suspendu aussi. Sans rien, les bosses elles sont aplaties. En même temps, vu le poids du bordel, ça marche. Mais aussi, on s'y retrouve. Parce qu'on se dit oui, mais ça doit être impossible de voir tous les angles, ça doit être impossible de tout voir, on voit rien. Alors si, vu qu'on est hauteur et que c'est très carré en soi, bah on arrive à voir tous les angles du capot, on arrive à voir derrière, on arrive à tout comprendre. Il y a même une caméra de recul pour aider aux manœuvres. Je trouve que c'est très pratique. À l'intérieur, on a une position de conduite qui est vraiment très spéciale. On retrouve ça seulement chez Land Rover en soi. Parce qu'on est vraiment haut sur la route, mais on n'est pas non plus avec la position d'un Peugeot partenaire. C'est vraiment cool parce qu'on est vraiment bien dans le siège, la porte pour pouvoir conduire coude à la portière, tout est accessible. Même à la sensation de conduite. Vu qu'il y a la direction assistée qui est très souple, ça rend le véhicule genre ultra maniable. Donc c'est vraiment très très appréciable à conduire. Et encore une fois, même la suspension, on sent pas les bosses, c'est extrêmement bien suspendu, mais vu le débattement, c'est pas surprenant. Même au niveau du gabarit, ça se prend très facilement en main. On arrive à voir les 4 angles, à l'avant et à l'arrière. Et même si jamais on n'arrive pas à bien maîtriser l'arrière, il y a une caméra de recul. Pour un véhicule qui date de 2007, je trouve ça ultra honorable. À conduire, c'est très souple. Là, on a le 3 litres 6 et les V8. Donc, il y a du couple quand on veut, il y a du punch quand on veut. Il y a quand même 275 chevaux et 600 Nm de couple. C'est ultra appréciable. Et vraiment, c'est motorisé dignement. On n'a pas l'impression que le moteur va exploser quand on accélère parce qu'il y a vraiment trop de trucs à tirer, parce que ça fait quand même 2,5 tonnes. C'est très lourd. Mais ouais, c'est une super prise en main et le moteur gère extrêmement bien. Là où, par exemple, de mon expérience, le 6 cylindres en ligne de BM, avec seulement 170 chevaux, était un peu poussif. C'était sous-motorisé. Alors que là, on accélère un peu, on a directement du rendu, c'est incroyable. On a accéléré. C'est super. Franchement, à conduire, c'est un rêve. Voilà, donc ça clôture l'essai du Range Rover L322. Je vais essayer de trouver d'autres Land Rover ou d'autres Range Rover parce que je trouve que c'est vraiment des modèles avec une histoire super intéressante et surtout une véritable réputation. Donc ça clôture l'épisode spécial Halloween de Compresseur et on se revoit la prochaine fois. Ciao!